Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui on reçoit Anthony Rea, pionnier du MMA français. On va parler un petit peu de sa longue carrière, des moments forts, des moments peut-être parfois un petit peu plus compliqués. Et il va nous raconter quelques anecdotes croustillantes qu'il a pu vivre tout au long de son parcours. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Continuez de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, de partager, de commenter. Franchement, ça nous donne de la force, ça fait vraiment plaisir. Et si jamais vous le souhaitez, on est aussi disponible en podcast audio sur Spotify. Le lien est dans la description. Salut Anthony. Bon Salut Lorenzo. écoute, merci d'être présent ici dans les bureaux, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. La fin de saison, on va souffler un peu, puis on va reprendre sur les chapeaux de roue dans quelques temps. Ok, très bien. Bon écoute, j'ai une question qui me Ouais. taraude depuis un petit moment. Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu as 56 combats professionnels en MMA. Ouais. Et j'aimerais savoir tout simplement, est-ce que c'est bien toi, le combattant français de MMA, qui a le plus de combats? Alors, il me semble, mais il faudrait vérifier. Donc, le record dans tous les cas précédents, c'était Xavier Foupapokam, qui avait 54 combats. Et je crois qu'en nombre global, il faut voir, parce qu'il a combattu il n'y a pas très longtemps, Vincent Delguera aussi, je ne sais plus s'il ne m'a pas égalisé ou s'il a juste un combat en dessous ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais oui, j'ai 56 combats officiellement répertoriés. Ok, bon, on va dire que c'est toi qui as le plus de combats. Voilà, le débat est clos. On a compris que tu as une longue carrière, mais je voulais savoir, est-ce que c'est un truc que tu as toujours voulu faire? Parce qu'en plus, tu as été l'un des premiers à le faire aussi en France. C'est toi qui as aussi, quelque part, apporté la lumière sur le sport. Et est-ce que c'est comment tu es tombé en fait dans le monde du combat? Est-ce que c'était un rêve de gosse pour toi de faire tout ça, quoi? Moi, j'ai toujours eu en fait une attirance pour les arts martiaux. Ça s'explique pas. Enfin, du moins, moi, je ne suis pas capable de l'expliquer. J'ai toujours aimé ça. J'ai pratiqué du judo parce que voilà, j'étais dans un petit coin de campagne et le seul club qu'il y avait à côté, c'était un club de judo. Je suis allé voir une compétition. Ça m'a bien plu. Donc, j'ai pratiqué ça pendant 2-3 ans. 3 ans même, plutôt. Ensuite, j'ai tout arrêté et quand je suis arrivé au lycée, moi, ça faisait quelques temps, je continuais à me renseigner. C'était plutôt la boxe thaïlandaise qui m'intéressait parce que j'aimais bien le striking et que c'était justement assez complet en termes de striking. Et en fait, j'ai découvert le club qu'il y avait dans la ville de Limoux, voilà, où j'allais au lycée, qui était un club de Kempokan. Et en fait, qui pratiquait ce qu'on appelait le combat intégral, qui en fait est du combat libre. Donc les percussions, les projections, le combat au sol. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Je me suis investi à fond dedans. J'ai participé rapidement à des compétitions. Et voilà, au fil du temps, la suite logique forcément a été d'aller se tester en MMA. Même si encore une fois, à cette époque-là, on n'appelait pas ça forcément du MMA. Mais voilà, d'aller me tester dans ces compétitions avec... qu'on a vu l'explosion en fait du MMA avec l'UFC en 93. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu abstrait, je pense, pour tout le monde. C'était un mélange de tous les arts martiaux, mais du coup, c'était quoi le nom exact? C'était combat libre? En fait, il n'y avait pas vraiment de nom exact. On appelait ça du combat libre, du free fight, du vale-tudo, du North Barrett. En fait, c'était un peu... Voilà, c'était du cage fighting. Voilà, il y avait ça, et puis il y avait le côté où justement il y avait encore le côté opposition de style en fait. Confrontation, un peu le vieux fantasme des arts martiaux, les confrontations d'école. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était un peu plus, d'ailleurs c'était ça les premiers UFC, hein, c'était le jiu-jitsu brésilien, le karaté, le judo, et ainsi de suite, qui s'affrontaient. C'est petit à petit qu'en fait on est arrivé à faire presque une discipline. Ouais, c'est ça. En fait, du MMA. Ok, très bien. Mais comme j'ai dit en introduction, tu es l'un des pionniers, en tout cas en France, tu es vraiment pionnier du MMA. Tu as concouru dans une époque où c'était vraiment pas démocratisé comme ça l'est aujourd'hui en tout cas. Est-ce qu'à l'époque, quand tu faisais du MMA, que tu étais français, tu n'avais pas l'impression de te jeter dans l'inconnu? Parce qu'en France, c'était pas légal, ça a été légalisé qu'en 2020. Tu n'avais pas cette impression-là un petit peu? Alors, ça a été le saut dans l'inconnu pour plein de raisons. Déjà, parce que même à l'étranger, il faut quand même se rappeler qu'il n'y a qu'au début des années 2000 que les commissions athlétiques nord-américaines ont reconnu, entre guillemets, le MMA, et déjà, ce n'était pas toutes les commissions athlétiques. Donc les situations étaient quand même déjà très compliquées. Moi, quand je suis allé combattre en 2001 au Canada, il y avait la commission athlétique, mais bon, on m'a fait comprendre que bon, c'était pas forcément trop que je me vante, que je venais combattre dans un événement de MMA. Donc oui, alors français, oui, là on était encore plus perdu. Encore plus perdu, c'était encore plus compliqué. Et puis bon, après il ne faut pas se mentir non plus, on n'a pas forcément cette culture-là.
en France. Et oui, c'était très clairement, je pense pour beaucoup d'entre nous dans cette période-là, on ne s'est pas lancé là-dedans pour les mêmes raisons que certains peuvent s'y lancer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'était vraiment une autre, Ah oui, oui. toute autre histoire, quoi. C'était une quête plutôt personnelle. Ouais, c'est Voilà. ça. Ou une gloire, oui, hein, faut pas se voiler la face, hein, mais c'était une recherche de gloire tout à fait personnelle, parce que de toute façon, entre guillemets, c'était mal vu. Il faut dire ce qui est, en fait, c'était mal vu. Ouais, c'est vrai. Les quelques articles qu'il y avait à l'époque, c'était que des articles, en fait, à charge. Il n'y avait aucun truc de positif qui sortait sur le MMA, en fait. Ouais, ouais. À part un peu dans quelques revues spécialisées. Et encore, même les revues spécialisées, au début, Ok. c'était pas des articles les plus glorieux. Hein. Ok, ouais. Mais du coup, tu vois, comme tu as été dans un, je sais pas, on va dire un écosystème un petit peu spécial, particulier au départ, est-ce que tu t'es parfois retrouvé dans des organisations, tu vois, un petit peu bancales, des moments où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, tu vois ce que je veux dire, un peu en soum-soum, tout ça, quoi. Bah, il y en avait, en fait, il y avait des organisations très professionnelles, il n'y a pas de souci. Maintenant, bien sûr, ça n'a rien à voir avec maintenant, puis le fait aussi que ce soit encore plus démocratisé, que ce soit partout, pas qu'en France, quoi, voilà, même aux États-Unis et partout dans le monde. Et puis forcément, il y avait des organisations toujours un peu bancales, mais je dirais, il y en a encore aussi aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens pensent qu'organiser un événement, c'est facile, Oui. que c'est donné à tout le monde et que ils vont vite devenir riches. Bon, la réalité, c'est pas tout à fait celle-là. Donc oui, il y a eu des trucs un peu bizarres. Mais d'un côté, c'était plus folklorique aussi. C'était plus folklorique. Il y avait des événements, il y en a qui allaient faire des règles, n'étaient pas tout le temps les mêmes. Il y en a qui utilisaient une cage, il y en a des fois ils utilisaient une cage aussi qui était très petite par exemple, il y en a qui utilisaient un ring, il y en a qui utilisaient un tapis, enfin, il y avait une diversité là-dedans, mais d'un côté moi c'est ce que j'aimais bien aussi. Ouais. Voilà, c'était en fait, des fois selon les pays, ben, on savait que c'était pas forcément les mêmes règles, c'était pas la même surface de combat, il y avait des particularités, voilà, il y en a qui faisaient des combats. Je me suis retrouvé à faire un combat, par exemple à Liverpool, ils avaient autorisé des techniques qui en fait n'ont pas lieu maintenant dans le MMA. En fait, si on était pris dans certaines techniques de soumission, pour se défendre, on avait le droit, par exemple, de mettre des coups de pied au visage sur quelqu'un au sol. C'est tout très particulier, alors, anecdotique maintenant, et qui sont assez rigolotes presque quand j'y pense, parce que bon, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour se défendre d'une clé de bras que de vouloir mettre des coups de pied à la personne, mais bon. Mais c'était, voilà, c'était en construction aussi. En fait, tout le monde se cherchait un peu, les règles, il y en a qui faisaient des rounds de durée différentes, etc. Moi, j'ai adoré en fait cette période. Ok, ouais. Bon, derrière, tu as affronté énormément d'adversaires, beaucoup de profils différents, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a un combat qui a été plus dur que les autres, un combat qui t'a marqué à ce niveau-là, dans le sens où tu t'es dit l'adversaire là il est vraiment très fort, tu vois. Si tu devais te dire le combat le plus difficile de ta carrière. Bon, en fait, il y en a eu. C'est toujours particulier parce qu'en fait, il y en a plusieurs et ça dépend du point de vue. Ouais. Parce qu'il y a des fois, ça peut être d'un point de vue technique, ça peut être aussi d'un point de vue, en fait, ce jour-là, j'étais pas au top, moi aussi, et d'autres aussi au niveau psychologique, parce que, ouais, par exemple, je dirais, le combat avec Belfort. Ok. Le combat avec Belfort, bon, déjà, je me suis entraîné avec lui après quelques temps quand je suis parti aux États-Unis. Bon, déjà, il est très fort, techniquement, on va pas se voiler la face. Et ouais, j'ai été un peu rattrapé par le fait de combattre quelqu'un que je kiffais un peu plus jeune. Voilà, même si en fait on a à peu près le même âge, mais lui, voilà, on le sait, hein, ça a été à 18 ans, il est arrivé à l'UFC, il a gagné les premiers tournois dans sa catégorie. Et en fait, j'aimais beaucoup Vitor Belfort. Et j'ai été un peu rattrapé par le fait de combattre quelqu'un en fait, que je kiffais un peu. Et au moment, en fait, pratiquement au moment du combat, en fait, au moment de la présentation publique avec le speaker, c'était au Cage Rage, donc en Angleterre, qui était un peu à cette époque-là l'événement en Europe. Ouais, j'ai été un peu rattrapé, je me suis retrouvé bridé, un peu spectateur de mon combat, un peu je pense que j'ai montré trop de respect. Après, encore une fois, je ne remets pas en cause le combat. Je pense que si j'avais pas du tout montré de respect, peut-être que entre guillemets, il m'aurait battu encore plus rapidement. Hein. Je ne remets pas ça en cause. Mais c'est comme ça que moi, je l'ai vécu après en analysant le combat. Quoi. Voilà. Après, des combats difficiles, ouais, il y en a. Il y en a eu plein, hein, mais bon, ça va être trop long si on énumère les 56, parce qu'en fait, je pense qu'il y a à dire sur tous les combats, en fait. Bien sûr, ouais, chaque combat est différent. Même quand tu gagnes, dans tous les cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut retirer quelque chose d'un combat. Ouais. Même quand tu perds, il y a quelque chose à retirer, une leçon, en fait,
quelque chose à améliorer, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau mental ou quoi que ce soit, mais il y a toujours quelque chose à tirer d'un combat, quoi. Ouais, puis c'est un peu la quête des arts martiaux aussi. Chaque combat, tu prends un XP, tu prends de l'expérience, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis avec Victor Belfort parce que on le dit souvent, dans le sport en général de haut niveau, c'est super important le mental, mais encore plus peut-être dans les sports de combat. Ah oui. Et là, comme tu le dis, au final, tu te retrouves face au gars, tu as peut-être une prise de conscience, putain, c'est lui en face, tu le connais depuis longtemps, etc. Et tu es bridé. Est-ce que l'aspect mental, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger dans le MMA? C'est très important, je pense, pour un combattant en fait. Bah, en fait, je pense que ça a été souvent négligé et moi, je l'ai beaucoup travaillé les dernières années, malheureusement, je dirais. J'ai découvert ça un peu sur le tard, mais ouais, je pense qu'aussi c'est un peu lié à l'ego. Puis surtout dans le milieu des arts martiaux et des sports de combat, en fait, tu dois être fort et fort dans ta tête, tu es, un guerrier, donc en fait, tu n'as pas besoin de te préparer à ça, c'est que sinon tu as une faiblesse. En fait, c'est idiot. Parce que en fait, on passe notre temps à se préparer physiquement, à se préparer techniquement, stratégiquement. Et en fait, la seule chose qu'on laisse éventuellement vaguer, on va voir comment ça se passe selon d'où vient le vent, en fait, c'est le mental. Alors qu'en fait, on sait qu'on peut très bien travailler le mental par de la préparation mentale, et qui revient aussi à la même chose, à de l'hypnose. Moi, je l'ai fait les dernières années, moi, je suis plutôt passé par l'hypnose. Mais moi, je me suis après aussi personnellement intéressé à ça. Je me suis formé à la préparation mentale, j'ai passé une certification. Parce qu'il y a des gens qui sont plutôt aptes à l'hypnose ou réceptifs, et il y en a qui ne le sont pas, ou qui sont réfractaires à l'idée de l'hypnose, donc voilà, qui vont passer par la préparation mentale. Mais oui, en fait, c'est l'ordinateur central, l'unité centrale, c'est ça qui va décider de plein de choses, surtout quand ça ne va pas très bien dans un combat. Et en fait, pourquoi laisser ça en fait, au hasard, au gré du vent, quoi. Voilà. Non, en fait, on peut le préparer, on peut le programmer. Donc, en fait, il faut y travailler. Donc, oui, c'est hyper important. Et tu dirais que c'est quoi les principales techniques? Tu parlais de l'hypnose, justement, mais il y a quoi comme technique exactement? Est-ce qu'il faut un coach mental qui te suit partout et qui te dit dès que Ça dépend, down, ça dépend. Il y a plusieurs approches, etc. Mais après, c'est souvent, on le sait maintenant un peu avec les sportifs. Puis, il y en a certains qui ont... On croit qu'ils ont des tocs, puis finalement c'est des routines, ou c'est des routines qui sont devenues des tocs, Nadal par exemple, mais en général c'est ça, c'est la mise en place de routines. En fait, une mise en place de routine qu'il faut s'entraîner à mettre en place pour qu'en fait, dès qu'il y a un geste, un son, un déclencheur, ça va entraîner telle réaction, en fait, telle pensée au niveau du cerveau. En fait. Donc en fait, c'est ça qu'il faut arriver à conditionner, qui demande de l'entraînement, qui demande un peu de temps, et que moi, en étant honnête, vu que je m'occupais déjà pas mal de choses quand je préparais mes combats, que je voulais déléguer à quelqu'un à qui j'ai dit, bon en fait, je te refile le bébé, et voilà, par l'hypnose, tu vas t'occuper de ça, mais en fait, on peut arriver à peu près au même résultat. Sauf que voilà, la préparation mentale, on va dire plus traditionnelle, c'est un peu plus long parce qu'il y a de l'apprentissage et il faut répéter sa routine. Ouais, ok. Voilà. Et toi, tu avais des rituels justement avant les combats, un truc qui te rassurait, entre guillemets, tu vois? Alors, j'étais pas vraiment moi dans la routine, mais du moins dans tous les cas, pas consciente. Mais oui, en fait, on a tous son petit truc, la chaussette. Non, non, mais on va avoir ses repères. En fait, on aime avoir ses repères. Voilà, on aime avoir ses repères, que tout soit à la place là où il faut, etc. etc. Mais après, je n'étais pas dans le truc de me dire, il me faut avoir... moi, je connaissais des combattants, il fallait qu'ils aient tel sous-vêtement. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'était tel sous-vêtement. Il faut que j'ai, en fait, tel truc. Moi, après, je n'étais pas tellement dans ce truc-là. Voilà, moi, par contre, quand je partais pour le combat, fait que tout soit bien carré, que j'ai tout bien dans mon sac, tout bien ce qu'il fallait, tout machin, tout, voilà. Tous mes petits paquets bien faits. Mais après, rien de trop particulier. Voilà. Mais par contre, les dernières années, juste avant les combats, je faisais une séance d'hypnose. En fait. Et du coup, justement, l'hypnose, ça marche comment? C'est en gros pour te persuader de quelque chose, je sais pas, je suis le plus fort, je vais le battre par KO, truc, c'est ça en fait? Oui, c'était du renforcement positif sur lequel... donc c'est, pour ne pas le citer, c'est Freddy Zaner qui m'aidait à ce niveau-là, qui est un pratiquant et professeur de karaté. Voilà, donc on s'est connus par le milieu des arts martiaux. En fait, il m'a proposé ses services, et encore une fois, je regrette bien de ne l'avoir pas connu plus tôt, parce que voilà, moi, dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que ça m'apportait un plus. En fait, c'est du renforcement positif. Lui, l'idée, mais il faudrait peut-être poser ça vraiment la question
Freddy ou un spécialiste de ça, mais l'idée c'était en fait de déconnecter la partie du cerveau qui va analyser et essayer de rationaliser potentiellement ce qu'on me dit dans le renforcement positif. Voilà, quand on te dit que tu es le plus fort, que tu es le plus rapide, que tu es un mélange subtil entre un aigle, un lion et tout ce que tu veux et un dragon, Ok. on va te dire, tu parles, j'ai mal au Ouais, si tu genou, racontes. j'ai 40 et quelques balais, j'ai rien du tout, non, j'ai pas y arrivé. En fait, c'était déconnecter la partie Ok. qui allait dire, non, en fait, ce que tu dis, c'est pas vrai ou quoi que ce soit. C'était imprimer un disque dur Ouais. pour que le fameux jour où il y a quelque chose de pas très positif qui se passe, au lieu d'avoir l'image du petit démon sur une épaule qui te dit, tu vois, je t'avais dit qu'en fait, t'étais pas bon, c'est plutôt voilà, le Ouais. petit ange plutôt qui vient et qui te dit, Relève-toi et voilà, bats-le, tu vas le relève-toi, battre. c'est normal, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci, t'es habitué, tu connais ça. Ok, putain, c'est ouf, c'est Ouais. intéressant, ouais. Très très intéressant. Et ça t'est déjà arrivé, tu vois, je me dis, c'est quand même stressant comme sport, tu vas dans une cage, tu vas affronter un Golgoth en face, entraîné, etc. Donc, la veille d'un combat, est-ce que t'es pas stressé? Ça t'est déjà arrivé de faire une nuit Ouais. blanche, tu vois? Ah oui, avant, ouais, mais Ah même ouais. par exemple, tu vois, c'est une anecdote. Pendant très longtemps, hein, et même sur des combats jusqu'au Cage Rage en Angleterre, par exemple, ou quoi que ce soit. Alors à l'époque, je partais souvent, c'était souvent Christophe Milou qui avait dans mon coin. Je me couchais super tard la veille des combats. Ah ouais. Parce que psychologiquement, tant que je n'étais pas couché, je n'étais pas le jour du combat. Ah oui, tu voulais repousser un peu. En Ok. fait, c'était ça. Parce que Ouais. le jour du combat, je savais que forcément, enfin, voilà, Ouais, j'avais ça y du est, c'est stress. maintenant. J'avais du stress. Et en fait, il faut avouer, ce qui est long, en fait, c'est l'attente pour arriver jusqu'au jour du combat, qui Ah en ouais. général sont le soir. Ouais, c'est vrai. En fait, tu passes ta journée pour aller combattre. Donc c'est là où justement tu peux gamberger, en fait, où tu peux tout mettre, Ouais. tu peux tout foutre en l'air. Et du coup, voilà, pour moi, tant que j'étais pas couché, c'était la veille du combat, j'étais bien. Ouais. Voilà, donc des fois, je veillais mais jusqu'à 3h, 4h ouais. du matin. Nous, ça nous est arrivé même une fois avec Christophe, on parlait, on rigolait. Un combattant à côté qui était arrivé, qui Ouais. nous a tapé à la porte, qui nous a dit, non, les gars, faut Ça y est. arrêter là, Ouais. faut arrêter tout ça là. Moi, demain, je combat, faut que je me repose, quoi. Et après, petit à petit, voilà, c'est passé aussi et ouais, serein. Ok. Au contraire, je travaillais plutôt sur de la visualisation Ouais. avant la veille du combat. Donc, ouais, je pense que j'avais passé un step quand même à ce niveau-là. Mais moi, il m'a fallu un peu de temps. Voilà, Ouais, je suis ouais. admiratif quand il y en a qui arrivent à le faire au bout de quelques combats. Bah, moi, il a fallu que j'y travaille un peu plus longtemps. Moi. Voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'après, c'est l'habitude, etc. Mais justement, tu disais, il y en a qui arrivent plus vite. Tu vois, je pense à des gars actuellement au top niveau à l'UFC, des gars comme Ilia Topuria, Conor McGregor Prime, ou là, plus récemment, Jean Silva. Tu vois, c'est des gars ils transpirent la confiance. Mm. Tu as l'impression qu'ils savent qu'ils vont gagner, qu'ils sont persuadés Ouais. et tout. Et je me demandais, est-ce que cette confiance, c'est. Bah là, du coup, tu m'as déjà répondu. Mais tu l'as ou tu l'as pas, tu vois. Ces gars-là, je pense qu'ils ont quand même un truc en plus. Tu sens que Oui. c'est particulier. Ouais. Et je me dis, Alors, peut-être il y a des combattants aussi forts qu'eux, mais qui vont pas aussi loin parce qu'ils n'ont pas la confiance. Tu vois ce que je veux dire? ah, mais complètement. Après, est-ce que ils l'ont naturellement ou est-ce qu'aussi ils le cultivent? Je pense qu'il y a Ouais. peut-être aussi un peu des deux. Parce que bon, après, il ne faut pas se voiler la face, on est tous humains aussi. Oui. Il y a des moments, tu as des doutes, tu as des moments aussi de faiblesse ou quoi que ce soit. Tu sais, ça me fait penser un peu à Mohamed Ali, son combat contre Foreman. Ouais. Quand tu regardes dans le coin d'Ali, il n'y a presque que Ali qui croit lui-même à sa victoire c'est et vrai. qui en fait dit qu'il va le gagner. Mais Ouais. je ne sais pas si des fois il disait pas ça pour se convaincre qu'en fait il allait arriver à le gagner. Oui. Tu vois. Mais en fait, petit à petit, ça a imprimé aussi quelque part le disque dur. Ouais. Et c'est Topuria, c'est McGregor effectivement à son prime. Quand on voit le combat McGregor contre Aldo, on regarde les images et on coupe le son et on n'écoute pas des commentaires. McGregor, il rentre, il a une attitude déjà de champion. C'est lui le champion. Ouais, c'est vrai. On peut dire ce qu'on veut, mais il a une attitude, voilà, il était convaincu qu'il allait gagner. Alors des fois après ça peut dérailler, mais déjà c'est super important quand tu arrives sur un combat à dire en fait moi je suis prêt à tout, moi je suis convaincu, je vais gagner. De toute façon il faut être honnête, si tu arrives déjà sur un combat et tu dis ça va être compliqué, ça va être dur, il est fort. Ouais. En fait il faut se dire aussi une chose, hein. En fait c'est comme quand tu me disais oui mais tu vas prendre un Golgoth machin, mais en fait le mec en face il dit aussi pareil. Hein. C'est vrai. Donc en fait c'est deux Golgoth. Hein. Ouais. Et puis tu as fait l'hypnose avant, donc tu es un dragon. Oui, Donc non, mais bon, c'est ça, oui, fait. non, mais Ouais. moi en fait, j'avais pas de. En fait, quand je partais pour le combat, j'avais pas de doute.
En fait, Ouais. c'est juste le truc de réaliser sur à quoi je m'étais préparé. Ouais, bien sûr. Et Il y n'y avait, être, il y avait pas de doute. je pense qu'il y a aussi une hâte d'y être. Tu vois, quand ça C'est approche, ça. tu vois, Ah ça oui, y oui, est, oui. j'ai envie d'être dans Ah la oui, cage oui. d'y Ah aller, oui, quoi. oui. Ouais. Ah oui, oui. Avant, autant presque c'était Ouais. ça va être compliqué d'y aller, donc en fait, voilà. Et je pense que c'était un peu l'histoire aussi de tant que je suis la veille, tout va bien. Ouais. Les derniers combats, c'était plutôt, ouais, en fait, j'ai hâte d'y être. Ouais. Voilà, Ok. je sais ce que j'ai à faire, je suis prêt pour ça, je suis programmé pour ça, il faut y aller. Et tu vois, c'est là que le mental joue aussi dans le sport de combat. Peut-être tu as visualisé un truc, premier round, tu te prends un knockdown, tu dois revenir et tout. Dans ces moments-là, comment tu puises dans tes ressources, tu vois, pour revenir dans le combat? Est-ce que peut-être ça t'est déjà arrivé de penser à tes proches? Je sais pas. Jamais. Non, jamais. Tu penses jamais à tes proches quand tu combats? Non, dans le combat, franchement, je Ouais, pense que t'es dans ta bulle. ouais, je pense que je suis dans une bulle complète. Ok. Je suis dans une bulle complète. Je n'ai pas vraiment de pensée sur quelque chose, tu vois, d'extérieur ou pas. Extérieur. Et c'est pareil, je pense qu'en soi, je sais pas, enfin, moi du moins c'est mon cas, après peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais dans un moment difficile, je sais pas si tu as vraiment une pensée claire et nette sur un truc. Je pense qu'en fait, c'est... C'est animal. Ouais, je pense que c'est bon, c'est des histoires des trois cerveaux, le reptilien, le mammifère, le néocortex, enfin bref, c'est aussi une partie très intéressante. Mais je pense qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui va venir quelque chose de plus profond. Je suis pas sûr que ce soit une pensée, tu vois, entre guillemets, comme un philosophe. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, bien sûr, bien réellement sûr. se mettre à penser, puis en fait, ça va tellement vite Ouais. que, entre guillemets, il faut que ça devienne c'est de l'automatisme, Ouais, c'est ça, ouais. tu vois, donc Ok. c'est du conditionnement. Bien sûr, ouais. Bon, j'imagine que tu as pas mal d'anecdotes en stock. En vrai, tu as une longue carrière, tu as vécu, tu as pas mal voyagé, etc. Ouais. Je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser des célébrités, tu vois, pendant des événements ou quoi, de croiser des célébrités de fou et peut-être, je sais Ah, pas, de combattre devant ces célébrités, tu vois? alors, moi, en fait, premier combat que j'ai fait à l'étranger, c'est au Canada, donc c'est grâce à Christophe Midou. Ok. Et quand j'arrive là-bas, on va s'entraîner. Il me dit, tu vas voir, j'ai un jeune, il est pas mal du tout. S'il s'y tient et qu'il fait pas le con, ça va être un sacré combattant. Et en fait, c'est Georges Saint-Pierre. Ok. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai connu Georges, je crois qu'il n'avait même pas fait son premier combat professionnel. C'était déjà un extraterrestre. Ok. Voilà, je mets les choses bien à plat. C'est un extraterrestre très fort, un physique de furieux. Ouais. Enfin, voilà, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans une salle de muscu, qui te prend une barre, qui a jamais fait de mouvement, qui fait un épaulé jeté avec 80 kilos dessus, Ok. comme ça quoi. C'est Non, ouf. non, il y a des animaux comme ça Ouais. qui se promènent dans la nature. Force de la nature. Voilà. Ouais. Et donc c'était Georges, on s'est revus quelques fois début des années 2000 et quand après je suis revenu un peu au Québec. Après, bon, on n'a pas été forcément trop en contact, mais voilà, donc j'ai croisé Georges. Au Brésil aussi, je combats au Jungle Fight. Je fais venir Yann Cabral, Ok. donc qui a passé quelques années aussi sur la région toulousaine, qui était au Brésil. Et donc je lui dis, écoute, je combats en fait chez toi. Viens avec moi, viens dans le coin. Et puis, du coup, pendant l'échauffement, il me dit, attends, je vais t'envoyer quelqu'un. Donc il faut savoir que lui, il est Nova Union, donc chez Pederneiras. Et en fait, il m'envoie un gars. Alors moi, j'avoue, je connaissais pas trop. Je crois que c'était en 2008 ou 2009. Ok. Je connaissais pas trop ce circuit-là, le circuit du WEC, les catégories de poids plus légères, etc. Je connaissais beaucoup moins. Ok. Et il me dit, ouais, tu vas voir, en plus, c'est un bon. Et en fait, c'était José Aldo. Donc en fait, Oh. José Aldo m'a aidé à m'échauffer, à Incroyable. me tenir les palettes pour me préparer à mon combat, mon deuxième combat que j'ai fait au Jungle Fight. Puis après, ouais, j'ai passé quelques temps à Team Quest aussi avec Dan Anderson. Sur un combat où du coup, j'ai pas combattu. Je suis allé en Australie pour rien. J'ai recroisé et un peu plus discuté avec Mark Hunt Ok. aussi. Puis bon, voilà, du coup, en traînant aussi, j'ai pas mal traîné sur l'American Top Team. Ouais. Et puis bon, tous les gars aussi qu'il y avait à l'époque à Team Quest. Quand après, je suis parti vivre un an aux États-Unis. J'ai recroisé donc Victor Belfort aussi, avec qui je me suis un peu entraîné, Kevin Randleman. Enfin bon, voilà, il y a eu pas mal, et je dois encore même en oublier. Ouais, bien sûr, t'as vu du beau monde, quoi. Certainement, on a croisé du monde. Ouais. Ouais. Et hors combattant, t'as déjà croisé, je sais pas, des acteurs américains, des trucs, tu vois, dans les événements? Alors, je combats à Hawaï 2002. Alors, je l'ai croisé, mais de très loin. Hein. Ok. Alors, je crois qu'il y avait, bon, allez, maintenant, les générations de maintenant connaissent moins, mais les un peu plus âgés connaîtront. David Hasselhoff, Ok. Alerte à Malibu, et The Rock. The Rock. The Rock.
Incroyable. Il y avait The Rock, donc ils avaient assisté à l'événement qui était dans un stand en plein air à Hawaï. Et après, il y a eu forcément 2013 la Fight Night Saint-Tropez en Pro Fight Karaté, donc c'était pas MMA là. Et voilà, Rocky, quoi, Sylvester Stallone, voilà, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Après, il y avait toujours tout un tas de célébrités. Alors, bon, encore une fois, mais bon, pour moi, Rocky, c'est Rocky. Mais dis-toi, on n'est pas de la même génération, et même moi, c'est l'un de mes acteurs favoris parce qu'il m'a matrixé avec les Rocky, tu vois. Moi, dans ma génération, dans tous les cas, on a été élevé en fait au film de Stallone, du moins pour ma part. Hein. Les Schwarzy, Van Damme aussi qui est arrivé un peu après, Bruce Willis. Ouais. Voilà quoi, c'était. Hollywood. C'était quelque chose quoi, tu vois, c'était des films d'action, c'était des films. Voilà, ça sentait la testostérone, tu vois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et tu as pu discuter avec Stallone un petit peu aussi, un tout petit peu après. Bon, très informel et quoi que ce soit, mais voilà, quelqu'un de très abordable et de très sympa. Ok. Je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a eu des moments de tension peut-être qui se sont passés, des choses qui se sont passées dans les coulisses et que personne ne sait, tu vois, peut-être avec des combattants que tu devais affronter, où il y a eu des échauffourées ou même des combattants tu devais pas affronter, tu vois. Ouais. Alors avant, parce que je vais oublier dans l'anecdote des gens que j'ai rencontrés, alors j'ai pas du tout discuté avec, c'était McGregor en fait au Bahreïn. Tu as eu Aldo et McGregor. Ouais, où je coachais en fait Gaël Grimond qui faisait la ceinture du Cage Warrior. Et il y avait McGregor Gaël pourra dire qu'il a fait le main event d'un événement où il y avait McGregor sur son undercard. C'est ouf. C'est fou. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, il était déjà hyper confiant. Et il est arrivé, voilà, et du coup j'ai dit, ouais, bon, très confiant quand même ce garçon, mais on ne le connaissait pas. Puis après, je suis allé le voir combattre et donc Gaël me dit alors, il est bon. Hein. Il est bon. Il a un potentiel. Ouais, il a un gros potentiel quand même. Donc voilà, c'était McGregor, mais c'est une super belle histoire aussi, McGregor. Quoi. Ouais. Un parcours quand même hallucinant. Hein. Clairement. Donc, grand champion. Dans son prime, ça a été quand même un très grand champion. Ouais, clairement. Donc, du coup, excuse-moi, je reviens à ta question. Rappelle-moi la question. Donc la question, du coup, c'est est-ce qu'il y a eu des moments de tension, des trucs que personne ne sait parce que du coup, c'était en coulisses ou autre, avec peut-être des combattants, des altercations, tu vois. Bon, il y a eu, forcément, le premier qui me vient à l'idée, pas tellement, remarque, avec lui-même en tant que combattant, ça a été plutôt avec son entourage, ça a été Cyborg en Angleterre, la shootbox. C'était un peu tendu, pareil, Christophe Midou qui était avec moi, qui parle couramment le portugais. Donc il comprenait parfaitement ce que disait tout l'entourage de Evangelista Cyborg. Et tu as bien compris, il ne disait pas forcément trop de mots doux à mon égard. Pendant les 2-3 jours, on s'est croisés avant le combat. Donc c'était un peu tendu. Le face-off a été assez tendu aussi. Donc ouais, ça a été justement dans cette période où des fois ça me stressait de combattre. Ça a été, je crois, une des rares fois, en gardant quand même mon self-control, mais où en fait, il me tardait d'être avec lui dans la cage. Ok, ouais. Là, y a vraiment alors après, on s'est recroisés vite fait. En fait, quand j'analyse ça, c'est pareil. En fait, en soi, Cyborg ne disait pas vraiment grand-chose. Il était juste, comme ça arrive pour certains combattants au face-off, quoi. Mais ça a été plus son entourage, quoi. Ouais. Voilà, ça a été plus son entourage, ils ont cette attitude-là, la shootbox quand ils se déplaçaient. Donc ouais, ça avait été un peu tendu, ça avait été tendu un peu à l'after party après, parce qu'il y avait Vanderlei Silva, mon frère qui était venu, qui nous rejoint à l'after party, et en plus purement accidentellement, mais qui trébuche, je ne sais plus ce qu'il fait, en fait, qui renverse sa bière sur les pieds de Vanderlei Silva, et en fait on s'est tous regardés, on s'est dit ça va partir, on s'est dit ça va machin, et en fait... Non, ça a été plus calme. Okay. Voilà, ça a été après des moments de tension avec des combattants. Très honnêtement, il y en a comme ça, et là, peut-être qu'en réfléchissant plus, j'en trouverai, mais là, comme ça, de souvenirs, j'ai jamais eu trop de mauvais rapports, moi, franchement, avec les combattants. Après, il y a des gens ou des équipes avec qui il n'y avait pas forcément d'atomes crochus, quoi, mais... vraiment d'embrouille, j'en ai jamais trop eu. Okay, voilà, de toute façon, puis moi, je n'étais pas dans cette attitude-là non plus, tu vois.
de m'embrouiller avec les... Moi, je venais, je faisais ce que j'avais à faire. J'étais relativement gentil, poli. Et je faisais ce que j'avais à faire une fois que je rentrais dans la cage ou sur le ring. Ok, ouais. Et justement, à l'inverse, est-ce que tu as croisé énormément de combattants? Est-ce qu'il y a des adversaires ou des combattants que tu as croisés qu'aujourd'hui tu es encore en contact, tu as particulièrement accroché avec eux, tu vois, que c'est devenu peut-être des amis par la suite? Bon, des amis, le problème c'est qu'après, il faut être conscient, j'ai quand même affronté quasiment que des étrangers. Ouais, y a Sur le parcours Kenpo, Pankido, on va dire amateur, oui, il y en a avec qui justement on a gardé des contacts et des liens, bien évidemment. Puis aussi il y a le fait que ce soit un peu plus, il y a plus de proximité, français, etc. Dans les combattants pro, bon, il y en a eu quelques-uns, mais bon, après de là à dire ce sont vraiment des amis. Oui, c'est voilà. ouais. Mais oui, il y en a certains avec qui on discute, on s'envoie des messages de temps en temps et il n'y a pas de souci. Je sais pas moi, David Round, Franco De Martis. Enfin, voilà. Et puis bon, je pense qu'aussi il y a le fait aussi un peu de l'âge. Ouais. Je pense que quand tu es plus jeune, tu as le côté ça a été un adversaire, on s'est battu, c'est mon ennemi. Ouais, rivalité. En fait, je vais être honnête, moi le combat par exemple, la revanche qu'on avait avec Franco De Martis, le premier combat, on s'est franchement pas épargné, on s'est fait un double KO, on est tombés tous les deux. Enfin, bon, on s'est franchement, voilà, on a fait la revanche. Et il y a des gens qui étaient assez surpris, en fait, je sais pas moi, 1 heure et demie avant le combat, en fait, on discutait ensemble tous les deux. Ouais. Les gens, je fais, mais en fait, voilà, j'ai pris aussi un peu de bouteille. Ça pèse un petit peu avec l'âge. En fait, on sait très bien ce qu'on a à faire. Oui, bien sûr. Ça y est, on arrête le... Je vais être honnête. Dans le conditionnement mental, c'est une chose. Mais très honnêtement, demain, tu peux faire un sparring avec un pote à toi. Hein. Ouais, ton pote, il te met un bon crochet, t'as bien mal, t'as vu un petit flash, je peux te garantir que tu vas de suite penser que c'est plus ton pote. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, on a tous ce côté un peu, quand t'es combattant, ce côté un peu animal. Tu peux te dire, ouais, bon, il est cool, il est sympa, t'inquiète pas, à la première qu'il va te mettre, tu vas dire, ouais, il est sympa, mais... Sympa 2 minutes. Ouais, on va pas jouer à ça trop longtemps. On va voir s'il est sympa quand la Kimura. C'est ça. Bon, tu as pas mal voyagé, du coup, tu as pu sûrement t'entraîner un petit peu dans plusieurs pays, etc. Est-ce qu'il y a un pays où tu as senti que le niveau était différent, était peut-être plus élevé, tu vois? Le Brésil, c'est quand même un pays de MMA. Est-ce qu'il y a un pays comme ça, tu vois? Ouais, le Brésil, moi, quand j'y suis allé, c'était déjà, je suis allé au Brésil, alors c'était vraiment pour combattre, je me suis jamais vraiment entraîné au Brésil. Je suis vraiment allé au Brésil pour m'entraîner. Tu t'entraînais plutôt en France, du coup? Ouais, moi plutôt en France et les États-Unis. Et un peu le Canada. Sûr, mais du coup, le Brésil, puis c'était pas la même vague c'était pas la même période. À cette époque-là, avant les années 2010 ou début des années 2010, c'était quand même moins structuré. Comparativement, voilà, moi je suis allé faire ma préparation à Team Quest aux États-Unis, en Californie. Tu sentais déjà que là, aux États-Unis, à cette période-là, et maintenant ça va être encore pire, c'était déjà quand même très structuré, quoi. Ouais. Voilà, en termes de préparation, d'infrastructure, de coaching, etc. C'était quand même vachement développé. Donc par rapport à cet aspect-là, les États-Unis ont eu, je pense, de toute façon, une longueur d'avance par rapport à tout ça, quoi. Okay, ouais, je pense que c'est dû au développement aussi global du sport. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. C'est un peu né là-bas, enfin Brésil, États-Unis, quoi. Oui, mais je pense que les États-Unis, voilà, c'est là où il y avait les organisations, c'est là où il y a l'UFC, c'est là où il y a... Je pense qu'il y a eu le marché, entre guillemets, le premier vrai marché du MMA qui s'est créé. Bien sûr. Donc forcément, il y a tout ce qui va avec, qui s'est développé. Et Pays de l'Est, t'as jamais trop fait? Non, j'ai jamais trop fait. J'ai combattu en Russie. Je ne me suis pas entraîné particulièrement là-bas. Et j'en ai pas forcément ressenti le besoin. Peut-être que j'aurais dû, ou si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. Mais voilà, non, j'étais pas. J'ai pas été un. En fait, j'ai beaucoup voyagé pour les combats. J'ai pas tant bougé que ça en fait pour les entraînements. Enfin, tu vois, il y a des combattants, ils faisaient je m'en vais un mois au Japon. Je m'en vais un mois en Russie. Je m'en vais un mois. Moi, je n'étais pas trop dans ce truc-là. J'ai fait quelques trucs avec les USA. Après, très honnêtement, j'ai pas passé mon temps à partir partout. Très bien, ok. Je te propose un petit quiz rapide. En gros, là, je te pose plusieurs questions et tu me réponds en quelques mots. Après, si tu veux développer, il n'y a pas de souci, tu vois. Vas-y. Et voilà, let's go. Alors, un plat préféré après le combat?
Un truc où il n'y a pas un indice glycémique faible, tu vois, où il y a un truc, un bon truc, quoi. Tu vois. Ouais, Voilà, bien sûr. un bon plat de lasagne, ça passe. Un truc qui te cale bien. Voilà. Un adversaire que tu aurais aimé affronter, que tu n'as pas affronté du coup. Je pense qu'en y réfléchissant comme ça, je pense qu'il doit y en avoir un bon petit paquet. Puis ça dépend des périodes, parce que moi j'ai quand même Oui. couvert une période très large. Hein. C'est ça aussi, ouais. T'as le temps de voir les générations, tout ça, quoi. J'en ai vu des combattants. Ouais, j'aurais bien aimé combattre un gars comme Chuck Liddell, tu vois, ouais. ou, tu vois, un Chuck Liddell ou un Tito Ortiz, tu vois, Ouais. j'aurais bien aimé. Ok. J'aurais bien aimé Chuck Liddell, ouais. Bah, ça aurait donné des bons combats, je pense Ouais, bien. je sais pas, mais j'aurais bien aimé, ouais, Ouais. Une musique qui te booste avant d'entrer dans la cage. Bon, moi, en général, j'écoute des musiques qui bougent pas mal. Ok. Mais sur les musiques d'entrée, des musiques qui me parlent, ouais, en général, moi, c'est 300. Ok. Et sinon, après, j'avais aussi avant, c'était la chanson d'intro en fait, du film Conan le Barbare. Ah oui, ok. La seule et unique version de Conan le Barbare avec Ouais, Arnold là. Schwarzenegger, hein, pas le remake tout bizarre qu'ils ont fait Ok. 30 ans après. Hein, voilà. Vraiment en mode gladiateur, quoi. Ouais, moi je suis plutôt dans ces musiques-là. Ouais. Mais de temps en temps, je suis rentré sur du métal aussi. Enfin, j'aime bien ce style de musique aussi. Hein. Je suis plutôt quand même dans les musiques qui boostent. Énergique, ouais. Ouais. Un film de combat qui te motive, du coup. Ah, maintenant, il a quand même vieilli. Quand je le regarde, ça a pris un coup, mais il m'a quand même fait kiffer. Puis le principe, Bloodsport. Ouais. Ah, même si j'ai été bercé en fait au Bruce Lee, donc tous les Bruce Lee, hein, tous, de Big Boss au jeu de la mort, même si bon, le jeu de la mort, il n'y a plus trop. Enfin, Bruce Lee est mort pendant le tournage, entre guillemets, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais ouais, là, comme ça, c'est Bloodsport. Oui, je vais avouer, moi, quand j'ai vu Bloodsport, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Je veux trouver la secte du Dragon Noir pour pouvoir faire ce fameux tournoi. Ouais. Ton KO préféré de l'histoire du MMA, donc hors toi, et ton KO préféré, Le mien KO que t'aurais mis, quoi. Le KO préféré. Ou un KO qui t'a marqué. Hein. Un KO qui m'a marqué, Ouais, parce que alors peut-être en préféré. fait il est très ancien, mais il avait été très violent. C'est plutôt ce côté-là, c'est pas dans le côté de l'opposition, tu vois ce que je veux dire, Oui, ou quoi que bien ce sûr. soit. Ça avait été alors malheureusement je pourrais pas te dire le nom de l'adversaire, mais c'était un KO qu'avait mis Tankabot à l'époque des premiers UFC. Ok. Je pense que ça a été une des rares fois où franchement ils se sont dit le mec est mort. Ah ouais. C'est trop violent, là. Ouais. Un KO sur un coup. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Tankabot il y avait d'un côté les pratiquants d'arts martiaux et des sports de combat, et puis après il y avait un côté quand même de bagarreurs aussi qui essayait de se mettre au MMA. Ouais. Et Tankabot faisait clairement partie de cette truc-là. Lui, c'était pas du tout le mec, il n'avait pas trop de prépa physique. Enfin, du moins, il le vendait comme ça, mais en fait, après, on sait qu'il a fait quand même, il se préparait quand même. Hein, mais voilà, lui, son truc, c'était de dire, en fait, je fais ça, moi, pour pouvoir taper les gens et pas aller en prison. Ok. Ça a vachement aidé, ça aussi, au développement du MMA à l'époque. Ouais, je pense que ça n'a pas... mais du coup, il avait mis un KO, il avait des points, il fallait pas qu'il touche. Hein. Ok, ouais. Voilà. Et un KO à toi, du coup, un finish qui t'a particulièrement fait kiffer, quoi. Que t'aurais mis. Ouais, après, c'est toujours lié des fois à un contexte, tu vois, aussi. Des fois, ce qui s'est passé avant le combat. Bien sûr. Mais un gros KO, ça a été le combat que j'ai fait contre Mark Tullius à l'AFC, en Floride, où je le mets KO sur un crochet du gauche. Et en plus, c'était un gars qui avait une formation en fait, de boxeur professionnel et qui était dans le club à l'époque de Frank Mir. Chez Pires en fait à Las Vegas et je travaille beaucoup au clinch et en fait sur des sorties de clinch etc et je le mets KO sur un crochet du gauche. Alors après je dis pas que c'est ça qui me plaît mais malheureusement il a plus apparemment recombattu après. Apparemment ça l'a un peu secoué et ça avait été un gros KO. D'ailleurs il avait mis pas mal de temps à s'en remettre. Et pourtant, sur la frappe, moi, à l'image, je trouve pas que ce soit tu vois, la méga frappe, mais bon, voilà. Et souvent, c'est pas forcément. Enfin, c'est quand pas le tu choc. connais un peu, tu sais que c'est très bien placé et tout, mais visuellement, c'est pas, tu dis, il a à peine touché. C'est ça. Donc, il y a eu ça. Et d'ailleurs, pareil, pour en revenir autour des anecdotes, ces compétitions-là, ces gars-là, il y avait aussi beaucoup de gars et quelques éditions après où je mets ce KO à Mark Tullius.
j'avais fait le combat principal. Et c'est pareil, je pourrais dire que j'ai eu Masvidal sur mon undercard aussi, ok, pas que mal, je pas mal. croisais à ce truc-là. Bon voilà, tu vois, on a eu des parcours après différents. Ok, ouais. Est-ce que tu as un combat préféré, un combat qui t'a marqué dans l'histoire du MMA? Pas forcément un Ah combat, oui, oui, toi. oui. Bon, c'est pareil, il y en a tellement. Oui, il y en a Il y, énormément. il y a eu énormément. Alors, moi j'ai beaucoup aimé, ça a été le retour. Alors moi c'est la période qui m'a beaucoup marqué, hein. Donc c'est un peu plus ancien. Moi ça a été le premier combat Randy Couture Chuck Liddell. Ok, Voilà. Parce que très honnêtement à cette époque-là, tout le monde disait bon Chuck Liddell, on remet dans le contexte vite fait, tout le monde disait bon Tito Ortiz et Chuck Liddell. Tito Ortiz ne veut pas affronter Chuck Liddell. Alors Tito Ortiz disait ouais mais c'est parce qu'en fait on est potes, on s'entraîne ensemble. D'autres disaient ouais c'est parce qu'en fait il a peur entre guillemets de perdre contre Chuck oui, Liddell. Et du coup ils ont dit bon allez il y en a marre, on fait une ceinture intérimaire. Bon allez Randy Couture vient ici. Et en fait tout le monde disait en fait Randy Couture il est fini. Il va se faire éclater par Chuck Liddell. ouais. Et en fait, Randy Couture est arrivé. On a vu un Captain America 2.0 Ouais. et il a surclassé complètement Chuck Liddell. Et ouais, ça avait été un sacré combat sur le truc. Puis il l'a mené aussi à cette époque-là. Il a mené un style qui était encore, qui n'était pas très connu. Voilà, Ok. où en fait, il avait adapté une forme d'anglaise pour qu'elle soit performante en fait, pour qu'il arrive à faire ce qu'il faisait lui en lutte. Ouais. Et il avait un style de lutte aussi qui n'était pas forcément le style en fait, des lutteurs de libre, avec beaucoup de takedowns dans les jambes, etc. Lui, il avait beaucoup sur le clinch, il venait plutôt de la gréco. Et après, en plus, après derrière, il unifie les ceintures en battant Ouais. Tito Ortiz. Et pareil, il atomise Tito Ortiz. Donc, ouais, et puis en plus, à l'époque, il avait 43 ans, je crois. Randy Couture, ça avait été. Ouais, il y a vraiment tout un Voilà. storytelling en Et, plus ouais, et autour, puis quoi, d'un c'est côté, ça. même si j'étais plus jeune à cette époque-là, quand même, hein, mais d'un côté, tu putain, 43 ans, mais ça me laisse vachement de marge. Ouais, Tu c'est vrai, vois, ça t'a inspiré. voilà, ça m'a inspiré. Je pense que ça m'a inspiré, ouais. Ouais. Est-ce que tu as un coup, une technique favorite, un truc que tu aimais bien placer, tu vois? Ah, un truc que j'avais souvent, ouais, c'était le crochet du gauche. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais, le crochet. Crochet gauche. Un combat, bon, du coup, on en a parlé, mais un combat, si tu pouvais refaire un combat, là, le rejouer, tu dirais quel combat? Alors, je vais dire celui que j'ai perdu contre David Avelan au Bulldog Fight. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que tu penses que tu aurais. Parce que je pense que ce combat, alors il y a des combats, je sais, voilà, tu perds. Ouais. Voilà, par exemple, je pense que je vais être, pour être honnête, hein, tu vois, par exemple, un mec comme Belfort, très honnêtement, je pense qu'on pourrait s'affronter à cette époque-là, hein, du moins, on aurait pu s'affronter plusieurs fois. Je pense que la majorité des victoires lui seraient revenues. Tu vois, voilà, je suis clair, net et précis à ce Ok. niveau-là. Pour moi, par contre, ce combat contre David Avelan, voilà, il y a eu une mauvaise gestion en termes Ok. de poids. J'ai fait un cutting titanesque et accidentel parce qu'à la base, je ne devais pas être aussi lourd, mais bon, j'ai fait un cutting à l'arrache complet. Donc voilà, j'ai été très affaibli sur le truc. C'était en plus un combat en plein air au Costa Rica. Moi, c'était l'horreur. En fait, pour ceux, les images sont sur les réseaux, hein, mais en fait, quand je lui casse le nez, en fait, inconsciemment, je me dis j'espère qu'ils arrêtent le combat. Donc Ouais. pour la petite histoire, j'ai fait une triple fracture du nez sur un jab. Ok. Et j'espère qu'ils arrêtent le combat parce qu'en fait, moi, je suis cramé. Ah ouais, Je ok. suis mort. Physiquement, je suis mort. Ouais. Je suis mort. Et en fait, quand ils disent non, on reprend, je dis, putain, ça va être compliqué. Et en plus, là-dessus, j'ai eu un péché d'orgueil. Ok. David Avelan était un grappleur. Ok. Alors, il a été, par contre, il faut rendre à César ce qui rend à César, il a été, je trouve, quand même hyper courageux. Parce que franchement, après ce qu'il avait subi, je pense qu'il y a des gens qui mentalement, justement, auraient lâché le truc et se seraient dit, bon, stop, quoi. Bien sûr. Et non, non, ça a été une teigne, quoi. Il a toujours été là, il s'est accroché. Et moi, il y a eu un moment où, en fait, la principale erreur, c'est quand je me suis retrouvé dessous. C'était un très très bon grappleur hein, qui avait fait les phases finales de l'ADCC, etc. Donc c'était quelqu'un qu'il fallait prendre très au sérieux à ce niveau-là. Et en fait, où je le contre sur une tentative d'amener au sol, et où moi, en fait, je m'étais dit, en fait, je vais battre le grappleur à son propre jeu. Ah oui. En fait, je vais l'étrangler. En fait, je ne l'ai pas étranglé. Ça a fini qu'il a fini par s'en sortir. J'ai fini dessous. Et en fait, je me suis fait arrêter par l'arbitre, machin, mais de toute façon, j'étais mort. Et en fait, ce combat, c'est un des combats que ouais, je me dis, Ouais.
en condition normale, je pense que voilà, ce combat, je ne l'aurais pas perdu. Oui, il y a une frustration, quoi. Voilà, Je vois. Est-ce qu'il y a un hobby que personne ne soupçonne chez toi? Tu vois, un truc que... Je fais du crochet, non, c'est pas vrai. Non, franchement, des hobbies. Non, en fait, je t'avoue, j'aime bien. J'ai une vie assez occupée, assez Ouais, mouvementée. bien sûr. Ouais. En fait, j'aime bien chiller. Tu vois. Bah, t'es un mec chill. Mais t'as raison. Ouais, non, voilà. C'est ce qu'il Mais faut. j'ai pas un hobby. Ouais. Non, ouais, non. tu Le vois. MMA, quoi, finalement. Le Ouais, sport de combat, on va dire. ouais. Et en fait, je te dirais même dernièrement, en fait, Hmm. pas forcément Ok. tant que ça. Enfin, tu vois, je suis pas à toujours, tu vois, regarder le dernier truc Oui, de. bien sûr. Tu vois, non, en fait, j'aime Tu bien. roules ta bosse, Ouais, comme on voilà, dit. c'est ça, exactement. Ok. Un sport que t'aurais fait si c'était pas le MMA, est-ce que tu te serais vu dans un autre sport? Oui. Ah ouais? Ouais, bah, d'ailleurs, c'est peut-être pas dire, on sait jamais, hein, Ouais. j'ai peut-être pas définitivement renoncé, non, mais pour rester dans un truc tendre et souple, oh, je pense le béour. Ok. Le Béour. Un truc simple, tu vois, Ok. oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les combats de chevaliers, en fait, hein, les Ah combats en oui, armure. bien Hein. sûr, ouais. Un truc Ouais. souple, Ouais, pareil, un truc souple, très souple. bien sûr. Le pire moment pendant une fight week? En fait, pas Hmm. beaucoup. En fait, Peut-être la pesée. La pesée, c'est quand même un ouais, la moment. pesée, Tu mais vois, franchement, les derniers temps, moi, les pesées, ouais, je les gérais. Je les tranquille. gérais super bien, donc j'avais pas vraiment d'a priori sur le truc-là. Après, avant, quand je faisais et des cuttings et que je maîtrisais un peu moins le côté diététique, ouais, c'était le côté frustration par rapport à la bouffe, quoi. Ouais, bien sûr. Ou alors quand tu as des gens à côté de toi qui, Qui se régale. qui, en fait, voilà, qui Hmm. se régalent bien comme il faut et que toi, tu bouffes pas grand-chose ou pas des trucs que tu as trop envie de manger. Voilà, Ouais, bien sûr. c'est ce côté-là, ouais. Après, très honnêtement, non, moi, les derniers temps, Hmm. j'avais pas trop d'a priori Ok, là-dessus. ouais. Et est-ce que, enfin, il y a une phrase ou une citation qui te motive? Tu vois, un truc que tu te dis souvent, tu t'es dit peut-être pendant ta carrière? Or, moi, j'étais très basique, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok, ouais. Bah, en vrai, efficace, simple, efficace. Simple et efficace. Bon, le dernier combat de ta carrière a eu lieu le 30 novembre 2024 à Limoux. Alors, Donc, c'est attends, un lieu quand même. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Dernier, dis-moi. précis. Faut être précis. Parce Ouais, qu'après, t'as on va raison, me t'as dire, raison. oui, mais tu avais annoncé que mon dernier combat de MMA, Oui, bien sûr, ouais. Oui, il enfin, faut le préciser. d'arts martiaux mixtes. C'est vrai, d'ailleurs, il y a Voilà. des questions qui viennent justement sur ça. Mais oui, de D'accord. MMA, bien Oui, sûr. oui, En tout cas, le dernier oui, combat en date. oui. Donc c'est Limoux, donc un Ouais, lieu symbolique pour toi. ouais. C'était vraiment important de finir en beauté Oui, quand même à ce niveau-là, quoi. Ça te tenait oui. à cœur. Ah oui, moi, ce que je voulais, même, on va être clair, moi j'aime bien aussi les côtés symboliques, tu vois, un peu et tout ça. Oui. J'ai fait mon premier combat à Limoux en 1993. Donc à la base, c'était prévu que 2023, 30 ans, Ah oui. je revenais à Limoux et je faisais mon dernier combat. Sauf que le combat de 2023 a été un véritable fiasco, même si entre guillemets j'ai gagné. Mais j'ai été très déçu de mon combat et en particulier de l'adversité qu'a pu m'offrir mon adversaire, justement. Et du coup, j'ai dit non, mais en fait, alors je vais être égoïste. J'ai pas tellement pensé en fait aux gens. Oui, Parce que moi, c'est de toute pour façon, je ne toi. maîtrise pas ce que fait mon adversaire. Je ne peux pas le maîtriser, l'état d'esprit dans lequel il va arriver ou quoi que ce soit. Mais j'ai dit, moi, personnellement, je ne peux pas me dire que j'arrête sur ce combat. Ce n'était pas l'idée de me dire, je veux absolument une guerre, je veux machin. Je Ouais. veux simplement faire un combat. Ouais, bien Voilà. sûr. En avoir pour. Voilà. Et j'ai été hyper frustré et très déçu. Hmm. Donc j'ai dit, du coup, bah, je refais, mais par contre, je refais toujours au même endroit. C'est Oui. l'idée de, j'ai commencé à cet endroit, j'ai fait ce que j'ai fait, je reviens à cet endroit, c'est symbolique, et en fait, ça y est, j'aurais fait mon tour, ma révolution, entre guillemets, et ça y est, je viens, je clôt ce chapitre-là Ouais. à cet endroit-là. Donc voilà, ça a été fait, bon, mais pas en 2023, c'était bien 93-2023, 93-2024. Voilà. Ouais, très bien. Voilà. Mais la boucle est bouclée. Mais la boucle est bouclée. Mais c'est vrai que tu as une carrière très, très longue finalement. Mais tu vois, le MMA, c'est un sport quand même très éprouvant. Physiquement, c'est compliqué, etc. Est-ce que pendant le processus, tu as eu des gros moments de doute, des moments où tu t'es dit, oh, ça y est, j'en ai marre, j'arrête? En pleine fois. Ah ouais, Plein de fois, j'ai eu beaucoup de moments de doute. Les périodes aussi étaient différentes. Hein, aussi, il faut tout remettre dans le contexte, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile. Puis c'est un milieu qui mêle le sport, qui mêle aussi un côté business, parce que c'est un sport professionnel.
Le système est fait que tu as un système de contrat, en fait, tu es en contrat avec des organisations, avec des promoteurs. C'est un produit. Ouais, en fait, c'est un produit quelque part, donc c'est un peu des fois compliqué d'arriver à s'y retrouver là-dedans. Et c'est vrai que des fois, quand tu abordes ça d'une vision en disant, bon, en fait, je prends une vision sportive, je dois faire ça, c'est une étape, cette étape, à la franchissant, je sais que je vais accéder à ça, ou je dois normalement accéder à ça, et qu'en fait, tu n'y accèdes pas, tu te dis, Ouais. en fait, je fais quoi? Ou alors, on te dit, ah, c'est là, et puis pour X raison, ben, t'échoues. En fait, tu dis, il faut repartir encore. En fait, c'est ça, des fois, qui a été compliqué. Voilà, puis il y a eu aussi, des fois, peut-être un truc où c'était devenu presque machinal. Ouais. En fait, il y a des fois, je suis honnête, il y a des combats, franchement, c'était pas la méga motivation d'aller faire le combat. Ouais. Voilà, donc, voilà, est-ce que finalement, c'était le mieux d'aller faire ces combats? Je sais pas. Ok. Il y en a quelques-uns aussi où j'ai des regrets par rapport à ça. Voilà, Ok, ouais. je n'étais pas forcément à fond et le mort aux dents, comme on dit, pour aller faire ces combats-là. C'est comme ça. Mais est-ce que tu dirais que le MMA, c'est le sport le plus difficile, tu vois? Bon, déjà, c'est dans tous les cas un sport qui physiquement est difficile, ça Oui, c'est dans tous les indéniable. cas, ouais. Mais ouais, c'est hyper compliqué parce que, Tu as beaucoup d'éléments, en fait. ouais, en Et fait, tu es face à quelqu'un qui est là pour te frapper, tu vois. ouais. Ben, Il y a ce les côté. sports de combat, les sports d'opposition, les sports de combat, c'est pour ça que c'est quand même une catégorie à part des sports. On peut Ouais. dire ce qu'on veut, mais c'est quand même à part. Et entre guillemets, même si j'aime beaucoup ça, mais les arts martiaux qui ne sont pas de plein contact ou qu'il n'y a pas de percussion du tout, dans tous les cas, c'est pas tout à fait pareil non plus. Voilà, c'est pas méchant, je respecte énormément, mais pour moi, on ne peut pas comparer. Je parle de sport, je parle pas d'arts martiaux, hein, mais pour moi, on ne peut pas comparer du judo, du jiu-jitsu brésilien ou même du grappling. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est pas efficace, c'est bien au contraire, hein, mais à un combat où en face de toi, tu as quelqu'un en fait, qui peut te mettre un KO. Ouais. Voilà. Même mentalement, entre guillemets, c'est pas la même chose. Les risques ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, c'est pas tout à fait sur la même tout. Donc quand je compare ça en plus par rapport au sport beaucoup plus traditionnel, c'est clair que ça, c'est quand même, c'est une catégorie très à part. Le MMA l'est encore plus du fait que c'est le haut du panier entre guillemets, c'est le côté professionnel. Et là, il y a un côté où il faut être capable de jongler si on s'occupe soi-même de ce côté-là, avec deux casquettes. Un côté où en fait je suis d'un côté agent, un commercial, et d'un côté où je dois avoir une casquette de sportif. Ouais. On aime ou on n'aime pas, peut-être qu'on en reparlera après, je ne sais pas, mais c'est la réalité en ce moment. Donc dans tous les cas, ce que je pense, c'est que tu ne peux pas aborder ce sport-là en fait, en apportant une réponse strictement sportive en fait, à des gens qui sont là, les promoteurs, et entre guillemets, quand je dis ça, ce n'est pas une critique, hein, ils sont là pour ça, mais en fait, où eux, ils ont une vision business en fait, des choses. Donc en fait, tu ne peux pas répondre par un langage sportif à une demande en fait, qui concerne du business. À ce moment-là, c'est une casquette de businessman qu'il faut mettre sur sa tête, et il faut du coup faire du business. Bien sûr, ouais. Voilà. C'est pas trop difficile de raccrocher les gants après tant d'années parce que tu vois, il y a souvent on le voit dans le sport en général et je trouve particulièrement dans les sports de combat, dans le MMA aussi, des combattants qui ont du mal, tu vois, à raccrocher et qui font Oui. un combat de combat, qui continuent et peut-être du coup des fois qui ternissent un peu l'héritage, tu vois. Ouais, mais après, ouais, mais ça c'est parce que c'est la vision extérieure que vous avez. Bien sûr, mais c'est juste le côté, tu veux l'adrénaline aussi. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Mais après, tu vois, t'es un combattant. Moi, j'ai ça en moi. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? vrai. Je l'ai. Même, il y a des fois, je me dis, bon, allez, est-ce On qu'on va n'y y retournerait pas un peu? Mais non, voilà, pour l'instant, très honnêtement, je ne le ferai pas. Je profite aussi d'autres choses. Je pense qu'aussi même, je pense que ça y est, d'avoir un peu bouclé ma boucle, d'avoir dit, bon, qu'importe, je m'étais dit que je le faisais là. Ça y est, j'ai intégré ce truc qu'il fallait, entre guillemets, que j'allais arrêter. Ça va mieux. Après, voilà, j'ai quand même ça à moi. Tu as toujours envie de te tester. Après, peut-être qu'il y a peut-être d'autres moyens finalement pour se tester que de le faire, du moins dans ce type de combat. Bien sûr. Voilà, après, c'est un sentiment qui est très bizarre en fait. Du moins, moi, ce qui me concerne, hein. En fait, c'est quand je regarde mon dernier combat où, en fait, je dois être honnête, je regarde quasiment jamais en soi, des fois, le combat. Je regarde de temps en temps plutôt le reportage que justement vous avez fait sur le truc.
Et en fait, j'ai un sentiment très particulier quand je vois les images. En fait, d'un côté, j'ai un côté en fait, où je suis quand même, faut le dire, voilà, je suis fier de moi. Et je me dis, ouais, ben c'est bien. Tu es arrivé, tu as 48 ans, tu as fait ça. Tu es arrivé à 48 ans à faire un combat, tu as fait 3 fois 5. Il y a des mecs qui ont 20 ans qui tiennent pas 3 fois 5. Et je parle même pas des gens lambda qui font pas de sport. Mais voilà, je me dis, tu as fait quelque chose quand même, c'est bien. Et puis tu montres aussi à des gens qui ont peut-être qui sont un peu plus âgés ou quoi que ce soit, mais qu'en fait tu peux encore refaire. Maintenant, après, d'un autre côté, je me dis, mais ouais, la version 2024 d'Anthony Rea, Ouais, ouais, c'est pas celle qui me plaît le plus. bien sûr. Ouais. Tu vois, globalement, quand je prends, parce que voilà, je me dis, mais en fait, si je ramène mon clone de l'époque, justement, Cyborg, Oui, il se mettrait au poids. Déjà, la version 2004 était quand même beaucoup plus lourde, hein, mais elle se mettrait en face de la version 2024. Le gars de la version 2024 va prendre cher. Hein. oui, c'est normal. Après, comme on dit souvent, Ah, mais mais c'est difficile personne aussi. ne bat le temps, tu vois. Oui, mais c'est difficile aussi d'accepter Oui, c'est ça. tu vois, de C'est se ça. voir aussi vieillir. Enfin, tu Bien vois, sûr, bah ouais. en tant que sportif. Ouais. Tu vois, donc j'ai un sentiment très particulier, tu vois, Ouais, sur le truc. En fait, je suis d'un côté, je me dis, ouais, bon, tu l'as fait. Tu as 48 ans, en fait, déjà, qui combat encore à 48 ans? Ouais, clairement. Qui est capable physiquement de combattre encore à 48 ans dans le circuit des combattants, hein, je parle. Hein. Et on n'est bien pas sûr. beaucoup. J'ai eu quand même un parcours long, donc en plus, c'est pas style, j'ai fait un combat par an pendant 25 ans. Hein. D'accord. Comme tu as dit, Oui. malgré tout, j'en ai quand même fait 56 en MMA, plus quelques-uns en pro fight karaté, etc. Donc j'ai quand même roulé ma bosse. Mais voilà, après, c'est sûr que c'est un sentiment compliqué. Ouais. Mais du coup, il y a quand même une transition. Comment tu l'as vu, cette transition de combattant où tu combattais, tu avais ce but de combattre. Et là, la vie normale, tu vois, il faut que tu trouves peut-être des Ouais, nouveaux objectifs. Je sais que maintenant aussi, tu coaches, tu vois. Enfin, ouais, tu ouais. coachais Ouais. déjà Oui, je avant, coachais mais tu déjà vois, c'est avant. Hein. peut-être un truc aussi qui peut te permettre de continuer, quoi. Oui, 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 mais après, je pense que il y a plein d'autres choses pour arriver à se réaliser. Hein. Ça peut être dans la pratique aussi personnelle. Donc, j'ai d'ailleurs des objectifs à ce niveau-là. Pour le niveau sportif, on va voir. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire d'autres choses. Voilà. Je pense qu'encore une fois, dans le MMA, je pense que le sujet est clos. Mais dans tous les cas, on va trouver quelque chose pour se réaliser. Après, c'est sûr que ça manque, il y a un manque. De toute Ouais. façon, voilà, c'est quand même une adrénaline très spéciale. Quoi. Bien sûr. Voilà. Mais comme tu le disais, on parle de MMA, mais il y a des alternatives. Je sais pas si tu peux en parler, si tu as envie d'en parler, mais tu sais, il y a t'as peut-être des projets dans le Ouais. monde du combat sans que ce soit du MMA finalement. Alors oui, justement, bon, on y réfléchit, mais c'est pareil, je sais pas, même moi personnellement, Ah oui. je sais pas encore vraiment ce que je veux faire. Je sais pas. Ok, Je sais ouais. pas. Il y a aussi le côté où en ce moment, en fait aussi de pas avoir, te dire, je vais devoir attaquer un régime, m'attaquer une Eh prépa, oui, machin, c'est bien aussi. tu m'étonnes. Donc voilà. Ouais, tu Donc te reposes un peu, quoi, franchement, tranquille. à, à l'heure où je te parle, franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ok, Véritablement, je ne sais pas. ok, très bien. Ouais. Tu laisses voir les choses. Ouais. Ouais. Je vais Mais voir comment. après tout ça aussi, tous ces combats et tout, comme tu le dis, tu as peut-être aussi besoin de ce calme dans ta Oui, vie, oui. un petit moment de calme, tranquille, Oui, tu vois, calme sans sportif, parce qu'après, échéance. j'ai une vie quand même Ouais, assez chargé, ouais, remplie, je bien bouge sûr. beaucoup, enfin voilà, les cours, je donne pas mal de stages, je travaille dans le milieu de la formation aussi, etc. Donc, enfin bref, j'ai des journées bien occupées quand même, donc franchement, je sais pas du tout. Voilà, j'ai des projets, on en avait parlé hors cadre, entre guillemets. Moi, j'ai poussé pour qu'il y ait un nouveau règlement de combat qui soit adopté par une fédération en France. Mais, alors, il est trop tôt pour en parler, donc je n'en parlerai pas. Bien sûr. Mais même si ça c'est fait, à la base, moi, j'avais un intérêt personnel de me dire, ça m'intéresserait de faire ça aussi. Mais très honnêtement, là, au moment où je te parle, je ne sais pas si même si on me dit oui, c'est fait, c'est autorisé, vous pouvez faire ça, je ne sais pas encore si je vais le faire. Très Ok, honnêtement, très je ne bien. sais pas. Je ne sais pas du tout. Très bien, ouais. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes combattants qui aimeraient faire une carrière aussi longue que toi? Tu vois, là, c'est quoi le secret de ta longévité? Le Si tu pouvais secret de donner ma un conseil. longévité, je pense que j'ai été quelque part assez.
ça peut paraître très prétentieux de dire ça, mais je pense que j'étais quand même assez intelligent Mm. là-dedans. Il y a des fois, je n'ai pas du tout été intelligent dans la gestion de certains combats. Ouais. Mais j'étais quand même assez intelligent en termes de préparation. Ok. Sur savoir, en fait, savoir se ménager, se prévoir des phases de récupération, avoir ce qu'il faut aussi pour voir un kiné, faire de la récupération, s'intéresser à la nutrition, parce qu'en même temps, c'est hyper important. Je pense que j'ai eu ce truc-là, puis de pas toujours... J'ai fait des entraînements durs, hein. J'ai fait des entraînements durs, mais par contre, je l'ai fait et par période, parce que j'en ressentais le besoin, et aussi parce que je savais en fait qu'il ne fallait pas franchir des fois une certaine limite. Ok. Voilà, parce que de temps en temps, c'est bien de te faire un entraînement dur, je pense, mentalement, encore une fois, pour être Ouais. dans le dur, et de te dire en fait, c'est ça que je vais vivre. Un coup, ça fait mal. Voilà, je pense que c'est important de connaître, d'avoir que le cerveau ait cette information-là, mais je pense que tu ne peux pas faire ça en fait tout le temps. Oui. Voilà. Ouais, faut doser quoi. Je C'est pense que, l'équilibre. voilà, et puis je pense que pour durer, il y a ça, et puis pour penser aussi qu'il y a une vie après. Voilà, donc je pense que j'ai su me ménager à ce niveau-là. Et après, peut-être, je ne sais rien, peut-être que j'avais peut-être quelques prédispositions qui font que j'ai peut-être moins, entre guillemets, moins de fragilité aussi, ou moins de sujet. On sait qu'il y a des combattants Ouais. qui, entre guillemets, prennent pas trop les coups, ou dès qu'ils en prennent un peu trop, de toute façon, il n'y a pas d'effet de renforcement. Plus tu vas prendre de Ouais, coups, sur plus tu vas ça, prendre ouais. de KO, plus en fait tu vas en prendre encore. Ça fragilise. Il n'y a pas d'effet de renforcement comme dans les arts martiaux où tu peux dire, je vais renforcer les tibias, je vais Oui, oui. renforcer mes kento. Il n'y a pas ça. Plus tu vas prendre de coups au visage, moins en fait à terme tu vas en prendre. Donc voilà, il faut savoir se préserver. Il faut avoir une pratique intelligente. Ok, très bien. Et enfin, si tu devais résumer ta carrière en un seul mot, ce serait quoi? Là, tu me poses une colle, c'est Ouais, trop compliqué. je savais, ouais. Ouais, ben si, longévité, régularité. Hmm. Ok, bah en vrai, ouais, ça correspond plutôt Voilà. bien. Mais je Parce me qu'il y, doute que c'est parce qu'il y a eu compliqué. des hauts et des bas. Tu Ouais, vois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En fait, moi, j'ai peut-être, je sais pas si je te coupe dans tes questions, mais moi, en non, fait, j'ai commencé à prendre de plus en plus, paradoxalement, de plaisir quand en fait, je me suis complètement détaché du truc. ouais, En fait, c'est quand il y a eu un peu une fracture pour moi, ça a été, par rapport à ce que je disais à un moment quand je t'ai répondu, ça a été, tu vois, les périodes compliquées. Tu vois, par exemple, pour moi, concrètement, le combat au Bama, hmm, en Angleterre, pour moi, ça a été, ça a été une fracture, tu vois. ok, Alors, pas physique, la fracture, mais j'ai perdu le combat. C'est contre Jimmy Manuwa, encore une fois. Jimmy Manuwa, très bon combattant, pour l'avoir eu un peu entre les mains, combattant très dur physiquement. ouais, Mais pareil, en fait, il y a eu tout ce qu'il y a eu avant le combat. Encore une fois, je ne cherche pas d'excuses, hein, le combat, je l'ai perdu, il n'y a rien à dire. Mais en fait, après ce combat, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous dans ce milieu, quoi. ok, Où je me suis dit, mais en fait, quand t'es là, je me sentais mal considéré. Tu dis, mais en fait, j'ai je sais pas combien de combats. hmm, Ça fait déjà 10 ans, plus de 10 ans que je suis dans le truc. Et en fait, on me prend pour un... Quelque part, ouais, on me prend pour un con, quoi. En fait, j'ai dit, mais en fait, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fous là-dedans? Et en fait, quand je commençais à dire, bon, allez, je m'occupe plus de ça. Moi, maintenant, je vais faire les combats qui me font plaisir. J'attends rien, en fait, du système. J'attends pas de me ok, dire, ce combat va peut-être t'amener à ça. Tu vois, hmm, ouais, bien sûr, en fait, je fais les combats parce que j'ai envie de les faire. Et en fait, je reviens au truc de me dire, en fait, je fais les combats uniquement, en fait, par passion. ouais, Parce que j'ai envie de faire un combat. Et en fait, je m'en fous de ce que ça va me... Alors, je ne parle pas en termes contractuels, mais je parle d'avancement de carrière. Je m'en fous que ça rapporte quelque chose. Moi, que je ne suis plus dans ce système-là. Moi, ce que je veux, je fais mes combats. ouais. Mais Voilà. du coup, Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, j'ai été beaucoup plus à l'aise, je trouve. ok, Et ouais, je pense que j'ai même, quelque part, le fait de plus me mettre une forme de pression, je pense que j'ai été plus performant. ok, très bien, ouais. Finalement, c'est peut-être le mot passion qui résumerait ta carrière, Oui, parce que c'est la passion qui a fait que tu as c'est été vrai.
que ta carrière a été aussi longue, tu vois. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est vrai. C'était ça le moteur finalement. Oui, oui. Parce que sans Oui, la oui. passion, tu n'aurais jamais poursuivi. Je pense que si j'avais pas eu de passion, j'aurais pas pratiqué. J'aurais pas continué. Parce qu'encore une fois, quand on remet dans le contexte, moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était pas à la mode du tout, le MMA. Bah ouais, c'est ça. Au contraire, c'était mal vu. Donc en fait, tu faisais pas ça pour la entre guillemets pour la gloire. pour la gloire, si tu le faisais pour la gloire, pour une quête, une gloire très personnelle, mais pas parce que tu allais avoir bon, j'ai pas de réseaux sociaux à cette époque-là, mais tu vois ce que je veux dire, c'était pas pour une histoire de followers, de machin, de te dire dans la presse, même au pire, je pense qu'à cette époque-là, franchement, il y aurait un champion français début des années 2000 dans une organisation majeure. Je pense que les articles, à part dans les revues spécialisées, je pense que les articles, ils auraient été tous à charge dans les médias mainstream. Ouais. Hein, en fait, comme quoi, on a un fou furieux sanguinaire qui est devenu champion de combat en cage, de trucs de barbares. Ouais. Donc, on faisait pas ça. Voilà, moi, je pense que, en fait, tu as mieux résumé que moi les choses. En fait, je pense que oui, effectivement, d'un côté, cette longévité, je pense que je l'ai eue. Je raccroche quand même à ce que j'ai dit, du coup, tu vois un peu le tour. Bien sûr. Je l'ai eu, oui, que tu as raison, en fait, grâce à la passion. Ok, très bien. Bah, écoute, voilà. Anthony, merci beaucoup merci à toi, Lorenzo. pour cette interview. Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci à tous. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Les amis, si vous avez apprécié cette interview, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter. Dites-nous en commentaire aussi si vous aimeriez qu'on fasse d'autres interviews, quels invités vous aimeriez voir sur la chaîne. Dites-nous tout ça en commentaire. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.